Revenons rapidement sur la résolution inverse, donc sur la gestion des zones de recherche inverse. Donc l'objectif, je rappelle un petit peu, on a une adresse IP et on va chercher le nom associé. Et donc là, le critère de recherche va plus être un nom, mais ça va être une adresse IP. Et donc il va falloir organiser notre arbre de nommage pour avoir, entre autres, toutes les adresses IP, IPv4 ou IPv6 qui sont disponibles. L'utilité de cette zone de recherche inverse, je reviens rapidement là-dessus, c'est de vérifier qu'une machine appartient bien à un domaine. Avant tout, on pourrait dire pour c'est assez souvent utilisé pour des contraintes, on va dire, de sécurité. Par exemple, pour autoriser qu'une machine a le droit de contacter un serveur SMTP, on vérifie d'abord qu'elle appartient bien au domaine correspondant. Donc pour mettre en place cette architecture de domaine inverse, les concepteurs de DNS ont défini un domaine spécifique qui s'appelle inaddr.arpa. Et on va utiliser ce qu'on appelle des pointeurs pour représenter l'espace d'adressage sous forme de domaine. Donc ici on a la racine, on a le top level domain.arpa et à l'intérieur de ce top level domain, on a un sous-domaine qui s'appelle inaddr. Et là, en dessous de inaddr, on va avoir 256 sous-domaines de 0 à 255 qui vont représenter ici les différentes valeurs du premier octet d'une adresse. Ici par exemple, on a le domaine 4.inaddr.arpa qui représente toutes les adresses qui commencent par 4. Si je passe à l'étape en dessous, ce sous-domaine 4 va lui-même contenir 256 sous-domaines pour les valeurs du deuxième octet de toutes les adresses qui commencent par 4. Donc ici on a le domaine 2.4.inaddr.arpa qui contient toutes les adresses qui commencent par 4.2. Pareillement, le domaine 2 contient 256 sous-domaines pour les valeurs du troisième octet qui vont varier de 0 jusqu'à 255. On peut dire par exemple donc que l'adresse 4.2.200.35 est une adresse qui appartient au domaine 35.200.2.4.inaddr.arpa. Et donc on va remonter cette information au fur et à mesure de l'arbre. À savoir que les domaines des premiers octets sont plutôt gérés par le RIP. Les domaines plutôt de deuxième octet sont par exemple gérés par DFAI et les troisième octets sont plutôt gérés par exemple par des entreprises. Donc visualisons un exemple de zone de recherche inverse. Ça ressemble beaucoup à une zone de recherche directe. Donc ici on a notre $TTL3H qui va indiquer lors d'une résolution combien de temps un serveur DNS doit garder l'information dans son cache. Donc ici par exemple c'est la valeur par défaut. Donc étant donné qu'on n'a pas d'autres valeurs de TTL qui sont spécifiées ici, ce sera cette valeur qui sera utilisée pour tous les enregistrements de la zone. Donc ici on en commence par l'enregistrement de type SOA, Start of Authority, qui je le rappelle est conçu principalement pour permettre la recopie d'informations entre les serveurs primaires et les serveurs secondaires. Donc on a le domaine 2.0.192.inaddr.arpa. Qui va avoir comme serveur primaire DNS primaire ns1.exemple.com avec les paramètres suivants, numéro de série, durée entre deux recopies et ainsi de suite. Donc 2.0.192 inaddr.arpa. En fait ça représente la zone qui gère toutes les adresses IP qui commencent par 192.0.2. Donc ici on a l'information qui nous donne que la zone elle est gérée entre autres par ns1.exemple.com. On pourra avoir d'autres serveurs DNS. Je simplifie un petit peu dans cette vidéo où je mets qu'un seul serveur DNS. Et on a un enregistrement 1.2.0.192.inaddr.arpa. Attention, ce n'est pas un enregistrement de type adresse, c'est un enregistrement de type pointeur, PTR, www.exemple.com. Comment ça se lit? Eh bien, la machine qui a pour adresse IP 192.0.2.1 a comme nom www.exemple.com. Donc voilà pour cette, on va le dire, présentation rapide de la zone de recherche inverse. Et vous avez de suite après un exercice à réaliser là-dessus.